Chers lecteurs, chères lectrices, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Le concept ici, si vous ne le savez pas encore, est de présenter des œuvres en les synthétisant, tout en conservant le plus possible la patte de l'auteur. La vidéo que vous allez entendre traite du chapitre 8 sur l'histoire de France de Jacques Bainville. Si vous ne souhaitez pas aller plus loin sur YouTube, sachez que mon contenu est aussi disponible sur Odyssée et Crowdbunker, et bientôt sur mon blog. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mon contenu vous donnera de la connaissance, et surtout, une furieuse envie de lire. Bonne écoute. François Ier, ou le firmament de la France. Je vais vous narrer ici, au XVIe siècle, un pan de l'histoire de notre belle France qui aurait pu, une bonne fois pour toutes, la mettre à jamais au fond du tiroir de notre existence. Encore une fois, ce siècle vint nous apporter guerre civile et terre de désolation. Mais auparavant, alors que l'Italie souffre toujours autant, le génie latin de la France se développe grâce au souffle embaumé du pays du Sud. C'est Charles Quint, alors, qui nous apportera cette oppression. Mais avant de rentrer plus en détail dans la maison d'Autriche, il faut savoir que François Ier, le successeur de Louis XII, franchira la Suisse, toujours bousculé par une France en manque de guerre d'Italie. En gagnant Milan, en battant les Ossiens opprimés, devenus oppresseurs suisses, ça en vantant même, une réconciliation avec le pape eut lieu, nommée aussi Concordat, qui durera jusqu'à la première Révolution française. Pendant ce temps-là, alors que la Lombardie, champ de bataille européen de l'époque, était conquis à nouveau, la pauvre petite maison de Habsbourg deviendra plus grande. Le petit-fils de Maximilien Ier et de Marie de Bourgogne recevrait un énorme héritage parcourant l'Espagne, les Pays-Bas, l'Autriche ou encore Naples. La date de 1519 apporta la mort de Maximilien Ier. Pour empêcher une concentration entre quelques mains pour l'Empire germain, François Ier eut la bonne idée de se porter candidat, rien que ça. Pour combattre le monarque français, les banquiers d'Augsbourg, les Frugger, vinrent au secours du prince qui, par envers, tenait le commerce de l'Allemagne. Et, petite incise, je suppute que l'auteur par là souhaite nous faire comprendre que la banque de l'époque n'était pas en reste dans l'élection pour l'accession de Charles Quint au trône de Saint-Empereur romain. En même temps, la bulle du pape brûlait à Wittenberg par Luther. Oh ça, oui, des guerres religieuses, il y allait en avoir, autant en Allemagne qu'en France. Mais l'empire de Charles Quint était absurde, probablement instable. Et la France, notre beau royaume alors à l'époque, avait encore, au loin, une vue sur ses futures conquêtes. Dunkerque, Verdun, Nancy ou encore Besançon. Par son histoire, nous l'avons vu, la France a la crainte des coalitions, en tout cas par ses monarques et leurs cénacles. Il était de notre devoir de se ceindre par tous les moyens possibles et dans cet objectif, François Ier ira voir notre anachronique rival au camp du Drap d'Or, l'Anglais Henri VIII. L'Anglais, alors nostalgique de l'époque où la France l'a débourré, prit le parti de l'Allemand en 1521, qui sonna le glas entre Charles Quint et François Ier. Le firmament de la France se trouve alors là, face à elle-même, face à ses frontières. Pour l'instant, elle n'est pas encore délimitée comme on l'aperçoit, mais cela viendra. Un traître de plus, le duc connétable de Bourbon. De là, nous dit Bainville, l'ennemi de la France a toujours su trouver des traîtres en ses terres. Par là, alors que François Ier agit avec promptitude et vigueur sur les alliés du duc de Bourbon, ce dernier s'enfuit en portant les armes contre la France. Mais alors que Paris creusait des tranchées pour se prémunir des assauts, étant plus sur la défensive que sur l'offensive, les impériaux furent stoppés en Champagne et Henri VIII, par peur de trop s'engager, et aussi sûrement par peur de perdre la face devant la fille aînée de l'Église, se retirera. Tiens donc. C'est l'unité morale du pays qui, aujourd'hui, est perdue, du moins d'apparence. Alors je crois au sursaut de notre peuple, celui qui aime réellement la France. Qui la fit tenir, tel un capitaine en plein océan pris par d'énormes flots dans une rugissante tempête. Mais alors que la France défend une partie de l'Italie, après 8 mois de campagne éreintante, les impériaux investirent la Provence, duc de Bourbon à sa tête, venant assiéger jusque Marseille. Mais François Ier ne se laissa pas dégonfler. Une armée se mit en ordre de bataille pour libérer la cité phocéenne,
Mais la victoire ne fut pas, et le sort tourna à Pavie, en 1525 où le roi tomba. De par ses mots plus tard, il ne lui était demeuré que l'honneur et la vie. En cela, Charles Quint pensa avoir tout bon. Il avait tout faux. Alors, intrigue remua les entrailles de notre beau royaume. Ce fut la régente Louise de Savoie qui reprit la main, chagrinée par l'emprisonnement de son fils. S'en vient alors la spontanée résistance des catholiques face aux guerres de religion qui éclatèrent. L'auteur nous dit une chose intéressante, que c'est le peuple et non la monarchie qui s'oppose au protestantisme, qui prit réellement forme après que Martin Luther fut expulsé par Charles Quint de l'Empire. La monarchie, elle, s'amusera en tant qu'arbitre. Mais avant cette spontanée résistance, les dissensions internes entre le Parlement de Paris et le gouvernement prirent un peu plus de consistance. Où le concordat, fait par François Ier à Rome, ainsi que l'église gallicane, qui, petite incise, prônait une sorte de séparation des pouvoirs profonds de l'église sur des lois établies par le gouvernement en France, fin de l'incise, amena petit à petit les prémices des contestations liées au protestantisme en France. Que ne fut pas l'honneur, sûrement romancé notre cher Bainville, de François Ier lorsque Charles Quint et ses alliés de circonstance n'obtinrent rien de lui, alors que leur souhait était de l'avoir découpé et déchiré. La régente, sa mère et reine pour ses contemporains, eut du nez en versant 2 millions d'écus d'or à Henri VIII, qui changea de camp, mais qui avait tout de même des observations négatives à faire vis-à-vis de Charles Quint. L'ordre resta stable en France. Par là, on entend bien moins que sous la révolte des Maillotins, Étienne Marcel, ou encore pendant les 9 années de règne des Anglais sur la France, etc. Pour lâcher définitivement François Ier, il signa à contre-cœur le traité de Madrid en donnant ses 2 fils en otage à son ennemi. Comme il eût été signé sous la contrainte, il fit savoir que leur caducité, plutôt au sens qu'ils se caduquent, était de mise. Charles Quint exigea encore la Bourgogne, sûrement bousculé par le traître en arrière-fond. La fin de la République chrétienne par le germanisme. Alors libéré, François Ier reçut des députés bourguignons la déclaration qu'il voulait rester français. On monta en épingle cette déclaration pour montrer que le roi n'avait pas le pouvoir d'aliéner une province de France. En réalité, un montage grossier pour le discréditer. Alors que les dissensions internes de l'Empire germain étiolent son apparente stabilité, que les réformes luthériennes montrent aux différents princes une autre façon de s'échapper de la main de l'Église romaine, les Turcs par la Hongrie menaçaient l'Europe de l'époque. Animé peut-être par la vengeance, François Ier envoya en secret, un soir à Pavie, sa bague à Soliman, alors au sultan turc et à son ministre Ibrahim, qui d'après l'auteur comprit le signe que la France, par son passif de relations d'affaires avec Jacques Coeur, devait occuper l'empereur germain. Oui, le titre est bien évocateur de ce que la longue histoire de France vous propose. Poussé par les dissensions entre monarques, François Ier dut casser l'unité chrétienne en proposant une forme d'alliance avec l'infidèle. Petite incise, les termes et le contexte de l'époque, tout comme ils peuvent nous nommer aussi mécréants. Dans un élan de folie, en lisant le paragraphe, je ne trouve pas d'autres termes, Charles Quint envoie alors ses troupes sur la ville éternelle. C'était son sac. D'ailleurs, un traître mourut là-bas, et à l'époque, par notre mise de la vision de Bainville, on pensa l'église romaine perdue, telle une chimère, voire une légende. Mais tout n'était pas fait de blanc et de noir, de manichéisme en somme. Car la réconciliation à Cambrai entre Charles Quint et François Ier, en lui rendant ses fils otages, était là dans un but précis. Pour bien montrer ce que le protestantisme sécrète, il faut voir, alors que les Turcs saccageaient des villes en Allemagne, qu'ils avaient tendance à oublier que Charles Quint les couvrait. Par là, on comprend l'alliance non officielle entre ce qu'était devenu l'Allemagne spirituellement avec le protestantisme et ce qu'allait devenir la France avec ses réformes. En somme, petite incise, et je pense là personnellement à la lecture du livre que François Ier, tentant de garder la cohésion du pays, aussi peut-être par un ressentiment envers sa demande aux Turcs, fin de l'incise, donna du sien pour être tolérant vis-à-vis des protestants, que même les historiens lui rendit grâce pour cela. Mais la Ligue catholique prit naissance à la suite des réformes, qui, elles, n'étaient pas sans déplaisir à Charles Quint. On brisa des statues de la Vierge, sacrilège,
ou encore des placards de messe cloués sur la porte du roi. On était alors dans une forme de guerre de religion. En Allemagne, notamment chez les protestants, l'horreur était à leurs yeux quand ils apprirent la ferveur avec laquelle les catholiques français défendaient leur chapelle. Mais le roi passa pour un défenseur des réformes protestantes. Était-ce la victoire pour Charles Quint? Le germanisme continua son inexorable marche vers le morcellement de la France jusqu'à l'envahir par le nord, où une trêve très mal acceptée par le peuple, vécue comme étant humiliante, fut signée à Crépy-en-Laonnais en 1544. François Ier mourut en 1547 à Rambouillet. Comme à chaque fois avec nos rois rappelés à leur seigneur, c'est un éternel cycle pour la France qui se présente aux portes de leurs citoyens. Je vous interromps un instant et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que plus de la moitié des personnes sur cette chaîne qui regardent mes contenus ne sont pas abonnés. Alors vraiment, je compte sur vous. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous. Likez les vidéos et partagez-les. Je vous remercie. Bonne écoute. Les débuts d'Henri II. La France, après la mort de François Ier, devait reprendre ses frontières du Rhin pour être au fait des nouvelles d'Allemagne, pas plus mauvaises qu'à l'accoutumée. À cette époque, l'Allemagne de Charles Quint tentait ce que les Prusses réussirent 4 siècles plus tard, c'est-à-dire transformer un empire électif en monarchie héréditaire, ce que la France avait plus ou moins réussi des siècles avant. Charles Quint se lança dans une offensive pour priver la mosaïque de principautés qui constellait l'empire. Puis, il passa au prince. Alors proche de réaliser son rêve, il fit des faits à Mühlberg, pendant que la France tentait des blocages avec sa propre diplomatie. La réforme protestante n'avait pas encore complètement accroché la France. Alors que l'Angleterre se languissait à nouveau de recroiser les armes, elle était déchirée par le conflit des religions, et nous en profiterons pour soutenir les catholiques anglais. Ce qui allait avoir un grand rôle pour notre France fut une sœur des Guises de la maison de Lorraine qui épousa le roi d'Écosse tandis que sa fille, Marie Stuart, alors demandée par Édouard VI, est-elle conduite vers le Dauphin. Le Dauphin, du nom de Henri II, fils de François Ier, ratifia alors un traité dit secret au château de Chambord qui étaient nos rivaux. Petite incise en somme, on parlait alors des princes protestants, surtout face à la succession de Charles Quint qui rendait Philippe II, actuel roi d'Espagne, maître de l'Empire germain, qui était aussi le fils de Charles Quint. Fin de l'incise. Allié, oui. En faisant cela, il prit le titre de défenseur des libertés germaniques, ce qui lui permit d'avoir des droits sur Cambrai, Metz, Toul et Verdun. Un homme n'avait pas encore dit son dernier mot. Charles Quint, alors battu par l'électeur de Saxe, se hâta de signer avec les protestants la transaction de Passau pour revenir dans leurs petits papiers. Cette action lui fit croire, aussi par d'autres mécanismes, que l'Allemagne était pacifiée. Grosse erreur quand il croisa le fer avec le duc de Guise qui, après un siège de 2 mois, dut replier bagages. Catholique versus protestant. Avant d'en arriver à la confrontation du duc de Guise et de Coligny, les soubresauts de Charles Quint étaient de mise. Le nord de la France prolongea 5 ans de plus qu'il obtint en quelconque résultat. Face à lui, les princes protestants se souvinrent de ce que Charles leur avait infligé. C'est toute l'Allemagne d'une vision d'unité, au moins géographique, qui se délita sous ses yeux. En 1556, Charles Quint abdiqua sans même avoir pu faire la passation de couronne à son fils. Pendant ce temps-là, Philippe II, roi d'Espagne, allait agir sur la France via ses conquêtes de territoire aux Pays-Bas et avec lui, l'Angleterre se réveilla de nouveau. C'était encore pour la France, l'unité nationale, un danger de plus. Nous avions alors face à nous nos rivaux historiques, puis aussi un de leurs alliés, le duc de Savoie qui fit une marche rapide vers Saint-Quentin, que défendait alors Coligny, et de là, une tentative du connétable de Montmorency pour le débloquer fut écrasée, ce qui ouvrit la route de Paris. L'auteur nous dit qu'à ce moment précis, une certaine dose d'hésitation parcourut Philippe II, ce qui permit alors au duc de Guise, chagriné par la vision démoralisante de son peuple, à agir. Peu avant 1558, il eut une idée de génie. Pour remettre hardiesse, vigueur et estime à ses congénères, il frappa Calais en la débarrassant du pied-à-terre anglais, et sa reconquête ne durera seulement que 3 jours.
l'inégalité entre le duc de Guise, parti catholique, et Coligny, parti protestant, qui lui croupissait en prison, n'allait pas être égale, et cela Bainville le reconnaît. Une certaine paix redevenait possible avec de Guise. Marie Tudor mourut. Avec elle, l'alliance anglo-espagnole disparut. Un point de plus pour la France, mais en Angleterre, la reine Élisabeth prend le parti du protestantisme en fondant l'église anglicane, qui est d'origine protestante. La France est-elle dans une posture plus que bénéfique pour son firmament? Elle se dessine de plus en plus, tandis que sur les mers, les Turcs inquiètent l'Espagne, et que son cousin Ferdinand se contrefout des luttes protestantes. Bainville pointe du doigt ce que les auteurs de mémoire passent leur temps à plaindre, lorsque la France, en délaissant Turin, prive à ses militaires de conquête et de butin. Il eût peut-être été préférable d'enregistrer l'histoire plutôt que de la pointer du doigt comme honteuse. Incise, une petite marque néo-gauchiste peut-être. Fin de l'incise. Mais hélas, Henri II mourut par la lance de Montgomery qui lui entra dans l'œil lors d'un tournoi. Cela tombait plutôt mal. Ses fils n'étaient pas prêts et les longues années de guerre de salut national avaient été coûteuses et en accablant autant les finances privées que publiques. La gabelle, un point direct sur le sel, fut alors contestée en prenant un caractère révolutionnaire comme le décrit le pamphlet contraint de la Boétie. Ce cri républicain sera repris par Luther et Calvin en demandant de respecter l'autorité comme recommandation. Bainville nous montre que le principe d'insurrection venant de la réforme protestante n'était guère douteux. Parallèlement à la révolte des paysans de Souabe, puis des anabaptistes de Münster qui professaient déjà du communisme, coïncidait avec les prédications protestantes. Le stimulant du protestantisme était alors bien l'avilissement de l'argent, la cherté de la vie, résultant des conséquences de la guerre, et l'auteur ajoutant l'afflux subit de l'or américain. Tiens, on était quand même au XVIe siècle. Tout cela créa un terrain propice au mécontentement, à l'appauvrissement des classes moyennes. Ce stimulant protestant chez nous prit alors surtout une grande place dans la bourgeoisie et la noblesse. Petite incise. Pas étonnant quand on connaît les soubresauts, de ce que cela leur permettait de faire. En somme, d'avoir la possibilité d'éclater l'unité nationale d'un pays, revoir ce qu'a propagé Luther chez les princes germains, en profitant d'une main-d'œuvre peureuse de la situation qu'avait entraîné la guerre. Fin de l'incise. De là, Henri II dut tant bien que mal couper l'herbe sous le pied des prédications protestantes, qui étaient aussi un moyen pour l'Angleterre de la reine Élisabeth de mettre à mal la France. Des églises se bâtirent à Paris, à l'exemple de celle de Calvin à Genève, mais la Ligue catholique allait être bien plus féroce que la Ligue protestante dans notre beau pays. Alors que Coligny et de Guise affichaient leur mécontentement, l'intrus protestant en France demanda, dit Michelet par l'entremise de Bainville, que la foule voulait des supplices pour les hérétiques. Rien que ça. Une crise d'autorité commença alors. Nous étions éloignés de l'unité nationale et du salut de la France. La suite, bientôt.